Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Al24 News, nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Et ce soir, je vous propose de suivre les derniers développements du conflit en Ukraine. On l'a appris hier samedi, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Yevgeny Prigojine, a annoncé la capture totale par ses hommes de la ville de Bakhmout, théâtre d'intenses combats depuis l'été dernier. Nous allons décortiquer cette victoire russe à Bakhmout. S'agit-il d'une victoire symbolique ou sommes-nous face à un conflit, face à une nouvelle... s'agit-il d'une victoire symbolique ou sommes-nous face à un nouveau point de bascule dans le conflit? À quelles conséquences peut-on s'attendre au moment où l'Ukraine dit préparer une contre-offensive? On en parle ce soir avec nos invités. À tout de suite. Le 20 mai 2023 à midi, la ville de Bakhmout a été prise dans sa totalité. Ce sont là les propos de Yevgeny Prigojine, patron de Wagner. Il a fait l'annonce dans une vidéo que je vous propose de regarder. Un petit extrait, le chef de Wagner qui sur les images que vous regardez là tout de suite se présente aux côtés de ses hommes, tenant entre ses mains le drapeau russe annonçant la prise de Bakhmout. Участок так называемой многоэтажки самолета. Et après cette annonce, le président russe Vladimir Poutine a félicité les hommes de Wagner et l'armée russe pour ce qu'il a qualifié de libération de la ville. Poutine qui a d'ailleurs désigné Bakhmout par son nom datant de l'époque soviétique, Artyomovsk, côté ukrainien, après avoir nié dans un premier temps, puis conservé le doute en tenant des déclarations ambiguës sur la situation à Bakhmout. Le président Zelensky finit par reconnaître à demi-mot la prise de la ville par les Russes, lui qui se trouve en ce moment au Japon. Invité au sommet du G7 avec la chute à Bakhmout, nous sommes clairement face à une nouvelle donne dans le conflit. À quelles conséquences peut-on s'attendre? Quelle riposte des Ukrainiens et surtout de leurs alliés? Nous y reviendrons ce soir avec nos invités. Karine Béché-Golovko depuis Moscou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur en droit public, professeur invité à l'Université d'État de Moscou et spécialiste de la Russie. Nous tentons de joindre depuis Toronto Milud Chenoufi, professeur de relations internationales, directeur des études supérieures au Collège militaire royal du Canada, et Taoufik Hamel, consultant international. Est-il avec nous? Alors, Taoufik Hamel, je le rappelle, qui est chercheur associé au Conseil scientifique de l'Institut d'études de géopolitique appliquée en France. Alors, pour commencer, selon le patron de Wagner, les combats auraient duré pratiquement 224 jours. Karine Béché-Golovko, depuis l'été dernier, à chaque fois, on nous parle, justement, on avait parlé de l'imminence de la prise de Bakhmout. Comment on en est arrivé là? Cela n'a pas été une mission facile pour l'armée russe. Oui, c'est même extrêmement difficile parce que nous sommes en zone urbaine et chaque rue, chaque immeuble a été militarisé par l'armée atlantico-ukrainienne, ce qui a conduit l'armée russe et Wagner à devoir en fait combattre pour chaque mètre carré, mais on voit que ça a été extrêmement difficile et extrêmement long également parce que du côté ukrainien il y avait cette volonté de ne pas lâcher Artyomovsk à aucun prix, et il y a des renforts ont constamment été amenés sur la ligne de front. Donc, on voit effectivement que c'est au minimum un point stratégique qui a été pris, une ville extrêmement symbolique. On se souviendra qu'à l'époque, du côté de la nomenclature ukrainienne, l'on déclarait que plus aucune ville ne serait prise par l'armée russe. L'on voit que l'armée russe a libéré Artyomovsk hier.
Donc c'est effectivement un pas symbolique important, mais c'est également sur le plan stratégique et militaire un nœud qui vient de sauter du côté de l'infrastructure de l'armée atlantico-ukrainienne, et ça ouvre de nouvelles voies, de nouvelles ouvertures pour l'avancée et la libération des terres du Donbass. Alors, j'allais vous demander que représente justement cette nouvelle victoire russe au Donbass. Est-ce que cela signifie qu'on n'est plus face à un conflit figé, que la Russie est en train d'atteindre peu à peu ses objectifs, Karine Béché-Golovko? Pour être honnête, pour l'instant, on ne sait pas très bien réellement quels sont les objectifs finaux de la Russie, et je dirais qu'il est impossible de poser a priori des objectifs, puisque dans le cadre d'un conflit tel que celui-ci, il y a, on va dire, une détermination en fonction de la manière aussi dont se comporte l'ennemi. Et il y a effectivement l'exigence minimale qui est la libération des terres qui sont entrées dans la Fédération de Russie suite au référendum de l'automne dernier, à savoir des régions de Lugansk, de Donetsk, de Zaporozhye et de Kherson. Parce que sur le point juridique du point de vue russe, ces terres sont occupées. Donc la Russie, de toute manière, a au minimum pour objectif l'obligation de libérer ces terres, mais soyons réalistes, il se pose toujours ce problème de sécurité d'une manière stratégique de la Russie à ses frontières. L'on entend de plus en plus du côté de l'OTAN des appels à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. L'on entend de plus en plus la question de la fourniture d'avions de chasse F-16 à l'Ukraine, la formation des pilotes commence. Donc, il y a une escalade du conflit du côté atlantiste qui ne s'arrête pas. S'ils avaient voulu éviter ce conflit, il suffisait de toute manière d'implanter les accords de Minsk. On sait qu'ils ne le voulaient pas et pour l'instant, ils ne le veulent toujours pas. Donc, au minimum, il y a effectivement cette avancée vers la libération du Donbass. Les combats continuent à Zaporozhye et à Kherson et il y a encore énormément de travail. Pour l'instant, c'est une dynamique qui est assez molle, on va dire, du côté de la récupération du terrain, parce qu'une guerre, ça ne se gagne pas simplement en bombardant les sites stratégiques de l'ennemi, ça se gagne à partir du moment où on maîtrise la terre. C'est le seul moyen de libérer, de protéger les hommes qui y vivent. Donc, il y a un gros travail à faire. C'est une belle victoire, et c'est une belle victoire psychologique aussi pour l'armée russe, mais c'est aussi une victoire objective, politique. N'oublions pas quand même que ça s'inscrit après, quelques jours après les bombardements du système de défense aérienne américain Patriot, que les Américains n'ont toujours pas digéré. On voit que la libération d'Artyomovsk n'est absolument pas digérée du tout par la presse occidentale, qui pour l'instant ne sait absolument pas comment en traiter, sinon le fait de dire que l'Ukraine, pour l'instant, a du mal à reconnaître et que la Russie l'affirme. Donc, ils ont du mal à poser le discours parce qu'il y a une tendance extrêmement négative, effectivement, pour le clan atlantique. Alors, ces aspects, Karine Béché-Golovko, pardonnez-moi, nous allons y revenir. J'aimerais également recueillir le point de vue de Milou Tchenofi, qui est avec nous depuis Toronto. Bonsoir, Milou Tchenofi. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes professeur de relations internationales, directeur des études supérieures au Collège militaire royal du Canada. J'aimerais justement revenir sur cette victoire russe à Bakhmout. Comment vous la percevez? Rappelons qu'il s'agit aussi de la bataille la plus sanglante depuis le début du conflit. Est-ce qu'on n'est plus face à un conflit figé actuellement en Ukraine, Milou Tchenofi? Je ne saurais dire. Par contre, à propos de Bakhmout, beaucoup de choses ont été dites par votre invité, tout à fait pertinente. La victoire sur le plan militaire et sur le plan symbolique est significative. Maintenant, comme vous le savez, gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. Et gagner une bataille, ce n'est pas non plus gagner la paix. Donc, si vous voulez, c'est un pas en avant pour les Russes, pour montrer que, en fait, tout le pari qui avait été fait sur leur défaite, tout le pari qui a été fait sur l'espoir de pouvoir percer les lignes de défense russes là où ils occupent
du terrain à l'ouest dans la région du Donbass, Oui. eh bien, tous ces paris s'avèrent irréalistes, si vous le voulez. Et puis, on voit là maintenant que la fameuse offensive du printemps, contre-offensive ukrainienne du printemps n'a pas eu lieu. Oui. Je répète ce qui vient d'être dit à propos des systèmes qui ont été livrés à l'Ukraine. Les systèmes patriotes. Oui, Oui. absolument. Oui. Vous savez, les systèmes patriotes ont été détruits. Ce sont des systèmes qui sont hyper complexes. Il y a beaucoup de spéculations pour dire qu'ils n'étaient pas nécessairement opérés par des Ukrainiens, vu leur complexité, mais par des détachés de forces armées occidentales. C'est tout à fait une possibilité. Mais on l'a vu, ils ont été détruits. Et on peut faire le même pari à propos des F-16 sur lesquels on peut discuter. J'insiste sur une chose. Hein. Oui. La réalité, c'est que lorsqu'on essaie de spéculer sur l'objectif de la Russie. Justement, j'allais vous demander, est-ce que à travers cette victoire, la Russie est en train d'atteindre petit à petit ses objectifs? Je vous repose la question que j'ai d'ailleurs posée à Karine Béché-Golovko. Merci. Alors, en fait, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire et on peut comprendre pourquoi c'est difficile, parce que tout simplement, dans un conflit, surtout la partie qui est à l'origine de l'offensive ne va pas nécessairement dire exactement quels sont ses objectifs. Par ailleurs, les objectifs peuvent évoluer en fonction du conflit. Mais si on peut se permettre de spéculer juste un tout petit peu, on pourrait croire ceci, que la Russie souhaiterait prendre le contrôle du Donbass, prendre le contrôle des territoires qui sont traditionnellement habités par des russophones en Ukraine. Donc, voilà. Et de ce point de vue-là, disons qu'une partie de cet objectif-là a été atteint. Oui. Maintenant, pour que les Russes puissent dire qu'ils l'ont atteint à 100%, il est nécessaire que ce soit reconnu par le reste du monde, ce qui n'est pas accompli encore, et ça ne peut être accompli que dans le cadre d'une négociation dans laquelle il y aura certainement des échanges de territoires. Oui. De l'autre côté, bien entendu, l'objectif ukrainien et l'objectif occidental, c'est de reprendre tous les territoires qui ont été pris par les Russes. Il y en a même qui sont allés jusqu'au point de dire que l'objectif, c'est de reprendre la Crimée. On voit aujourd'hui qu'on est bien loin de cet objectif-là. Donc voilà, alors pour résumer, c'est une victoire symbolique et militaire indéniable, mais ce n'est pas encore la fin de la guerre. Les Russes n'ont pas encore gagné la guerre. Alors on en sait davantage sur cette victoire russe, ce n'est bien entendu pas la première. Alors est-ce qu'on peut s'attendre réellement donc je vous pose la question, Karine Béché-Golovko, est-ce qu'on peut s'attendre à un tournant dans le conflit et surtout comment cela va se manifester selon vous? Pour savoir si l'on peut s'attendre à un tournant dans le conflit, il faut comprendre l'état des forces en jeu et des réserves de forces en jeu. On voit quand même que certes, il y a une avance sur le front du Donbass, mais je dirais qu'il y a une avancée que sur le front du Donbass, parce que sur la ligne de Kherson, sur la ligne de Zaporozhye, c'est extrêmement stable. Oui. C'est même complètement enlisé. Donc, je ne pense pas que cela change fondamentalement la donne derrière. En ce qui concerne le côté ukrainien, je ne pense pas non plus, comme l'a souligné à juste titre votre invité, que nous allons pouvoir avoir cette contre-offensive qui a été tellement annoncée, et d'ailleurs que Zelensky a différé à plusieurs fois en le disant. En revanche, il y a eu un renforcement de la pression de l'armée ukraino-atlantique sur le front et sur toute la longueur du front. L'on parle beaucoup du rôle de Wagner à Artyomsk, parce que c'était effectivement un point qui était extrêmement symbolique, mais en dehors de Wagner, il y a toute l'armée russe quand même qui se bat sur toute la longueur du front. Si réellement la Russie veut absolument lancer une offensive d'ampleur
est générale, il faudra d'autres moyens. Est-ce que politiquement, elle est apte à prendre cette décision aujourd'hui? Personnellement, j'en doute et je ne pense pas que ce soit sa stratégie. Elle semble beaucoup plus jouer l'épuisement de l'ennemi parce que le fait que les pays de l'OTAN fassent la guerre à travers l'Ukraine les affaiblissent énormément. Ils ont des moyens qui sont limités. Et est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ça à long terme? Parce que politiquement, ils sont en situation défavorable par rapport à leur population si on compare avec la Russie. En Russie, on peut expliquer que voilà, on défend la terre russe. La terre traditionnellement russe, c'est des populations qui sont depuis 8 ans agressées par l'Ukraine. Les pays atlantiques, certes, ont une propagande extrêmement développée sur le fait que la Russie serait l'agresseur parce que pour eux, il n'y a pas d'histoire avant février de l'année dernière, il n'y a pas eu 2014, il n'y a pas eu d'agression de l'armée ukrainienne face à l'est du pays. Mais de toute façon, on voit aussi monter un mécontentement populaire parce que l'on voit beaucoup de questions qui se posent. Et pourquoi on doit absolument soutenir ce conflit qui commence à prendre une ampleur inquiétante pour les populations occidentales. Et on voit derrière aussi se dessiner à la fois une crise économique et sociale à cause des sanctions qui accompagnent ce conflit, mais également une crise politique avec une distanciation de plus en plus forte des élites dirigeantes en Occident des populations, alors qu'à l'inverse, on voit une consolidation plus forte des élites en Russie et le soutien populaire se renforcer. Donc il me semble que la Russie ne joue pas la carte de la contre-offensive militaire massive, parce qu'elle ne veut pas mobilisation générale en Russie, elle ne veut pas rentrer en état de guerre, ce qui la mettrait effectivement en situation défavorable par rapport à l'Europe, qui est proche, qui, lui, évidemment, ne mobilise pas. Donc, c'est plus une tactique, en fait, comme j'ai dit, à mon avis, d'affaiblissement de l'ennemi. Donc, nous sommes dans une guerre de long terme. Alors, Milutinovi, avant de justement revenir sur cette contre-offensive et tenter de comprendre pourquoi elle se fait toujours attendre, j'aimerais rebondir justement sur un point qui a été développé par Karine Bécher-Golovko concernant justement le soutien du groupe paramilitaire Wagner, on va dire de son apport dans cette dernière bataille de Bakhmout. Justement, sur ce point, si vous qui observez justement les opérations sur le terrain, on peut dire que Wagner et l'armée russe, il y a eu finalement une complémentarité, bien qu'on ait voulu, si vous voulez, nous faire croire le contraire sur le terrain. La preuve qu'il y a une complémentarité. Il y a eu une complémentarité, oui. Et c'est clair qu'en termes de combat sur le front et le type de combat qu'il y a eu à Bakhmout, eh bien, un groupe comme Wagner est mieux préparé que les armées traditionnelles qui, elles, agissent avec des systèmes beaucoup plus complexes que la guerre urbaine, finalement. Oui. Donc, bien entendu, vous savez, il y aura toujours de la friction. Il y aura toujours de la friction, mais pas uniquement en Russie, mais partout où il y a une guerre. C'est juste qu'on ne l'entend pas. Si vous pensez qu'il n'y avait pas de friction à l'intérieur de l'armée américaine en Irak ou en Afghanistan, oui. C'est qu'on ne connaît pas la réalité des guerres. Donc, le simple fait qu'il y ait des frictions ne signifie pas que le système est sur le point de s'effondrer. Je ne pense pas que un groupe comme Wagner peut agir dans une guerre comme celle-ci seul. Et je crois aussi qu'une armée comme l'armée russe, qui est une armée qui est traditionnelle, donc très lourde à faire bouger, elle a aussi besoin de groupes plus flexibles, plus mobiles et plus efficaces sur le front. Et de ce point de vue-là, il y a clairement une complémentarité. Bon, bien entendu, on sait que le dirigeant de Wagner est un homme qui aime bien dire les choses telles qu'il les pense, oui. Et parfois, bien entendu, c'est interprété comme étant une source de friction. C'est juste la nature de la profession qu'il s'est donnée, qu'il exige. Alors, je vais rebondir directement sur cette contre-offensive et comprendre pourquoi elle se fait toujours attendre, justement, Milutinovi, selon vous.
Ben, écoutez, avec quels moyens? Vous avez un territoire qui est contrôlé par les Russes et qui est fortifié. Maintenant, de l'autre côté, vous avez besoin de moyens. Comment vous allez percer de telles lignes de défense? Alors, donc pendant un certain temps, l'armée ukrainienne n'est pas préparée à cette contre-offensive, selon vous? ben, écoutez, si elle l'était, on l'aurait vu. Si elle était, on l'aurait vu. Et je crois que les anticipations qu'on met pour l'armée ukrainienne sont diminuées en rien du tout de leur volonté de se battre et de défendre leur pays. Hein. Okay, mais vous comprenez qu'on leur accole des anticipations qui sont totalement irréalistes, qui nécessitent des combattants très bien préparés, et puis aussi un système d'offensive et un système de défense qui est intégré, chose qu'ils n'ont pas. Vous comprenez que pendant un moment, on a parlé de la livraison des chars, avec l'espoir que les chars permettent une percée des lignes de défense russes, mais là aussi, ça prend du temps parce qu'il vous faut entraîner le personnel qui va opérer ces systèmes-là, et surtout, vous avez besoin d'une couverture aérienne. Oui, sans rentrer absolument. dans des discussions En parlant de couverture aérienne, pardonnez-moi, parce qu'il nous reste pratiquement 4 minutes avant la fin de cette émission, j'aimerais qu'on se penche sur la réaction du président ukrainien qui, après donc la prise de Bakhmout, rappelons-le, qu'il est donc au sommet du G7 pour demander plus d'armes et éventuellement des avions de chasse à ses alliés dans ce conflit. Karine Béché-Golovko, on en parle en ce moment, on dit que les Occidentaux, notamment les Américains, seraient réticents à l'idée d'envoyer des F-16 à l'Ukraine. Pensez-vous donc que cette prise de Bakhmout sera pour Zelensky une carte qu'il pourra utiliser pour encore faire pression sur les Occidentaux? Quel est votre point de vue? Qui peut-être émettait une certaine réticence. Dans l'ensemble, la décision a été prise déjà de fournir ces F-16 à l'armée atlantico-ukrainienne. Oui. Parce que, soi-disant, ce sont les Européens qui auraient fait demande aux Américains pour qu'ils le fassent. Ceci est une mise en scène politico-médiatique évidente. Donc il y a une unanimité. Évidemment, ça fait déjà plusieurs mois que l'on entend la France dire qu'elle est prête à former des pilotes. La Grande-Bretagne prévoit cet été de commencer. Les Américains sont prêts à envoyer des F-16 ? Les Américains sont prêts à le faire et à mon avis, ils ne seront pas les seuls. Il y aura d'autres avions de chasse qui accompagneront les F-16. Et ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas perdre cette guerre en Ukraine. Ils ne peuvent pas négocier en position de perte. La seule façon dont ils peuvent négocier, c'est la reddition de la Russie. Et ça, ils l'ont dit. S'ils négocient maintenant, ils perdent politiquement. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Alors, en quoi cet appareil peut faire une différence sur le plan opérationnel, Milutin-Nofi ? Moi, j'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes. Cette livraison d'avions va prolonger le conflit. Maintenant, est-ce qu'elle va changer le rapport de force sur le terrain? J'ai de très sérieux doutes, parce que vous voyez, c'est un avion qui est redoutable, qui est agile, etc. Mais ce n'est pas la dernière génération des chasseurs bombardiers. Et à côté de ce dont dispose la Russie en termes de chasseurs bombardiers dernière génération, mais en termes aussi de défense antiaérienne, j'ai bien peur que le F-16 ne soit pas l'arme miracle, si vous voulez, qui va changer complètement les rapports de force. Par contre, c'est clair que ça va jouer un rôle sur le moral des combattants ukrainiens et ça va prolonger le conflit. Son sort, stratégiquement sur le terrain, va être à peu près le sort des batteries de défense antiaérienne patriotes, c'est-à-dire symboliquement très fort, mais sur le plan opérationnel, on a vu beaucoup de vulnérabilité. La même chose va s'appliquer au F-16. Karine Béché-Golovko, votre point de vue là-dessus ? Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on avait attendu beaucoup de choses, enfin en tout cas les Occidentaux avaient attendu beaucoup de choses des tanks, ça n'a pas changé le cours de la guerre, ils attendent quelque chose des F-16, ça ne changera pas le cours de la guerre, ils attendent en fait un Deus Ex Machina qui va permettre d'arriver à cet acte final qui est censé leur donner la victoire. Le problème est qu'on ne peut pas gagner une guerre par main interposée, d'autant plus que comme on se posait la question de savoir qui était aux commandes des Patriotes, on peut se demander qui sera dans les cabines des F-16.
sachant qu'il faut quand même former ces pilotes. Et en face, la Russie non seulement a des avions, mais elle a des pilotes. La France propose de les former. Voilà, la France propose de les former, mais ça prend du temps. Oui. Donc, vous allez avoir soit des personnes qui ne sont pas aguerries et qui vont se cracher, soit vous allez devoir mettre des pilotes français, des pilotes américains, des pilotes britanniques. Vous pouvez leur mettre l'uniforme qu'il faut après, peu importe. Mais les hommes ne seront pas ukrainiens. Et on sait très bien que sous cette identité d'armée soi-disant ukrainienne, il y a beaucoup de nationalités qui se battent en Ukraine et pas du tout pour leur pays, pour le coup. Très bien. On va y revenir dans de prochains rendez-vous. On arrive pratiquement à la fin de ce numéro de l'Échiquier international. Merci à Milo Tchinofi qui était avec nous depuis Toronto, professeur de relations internationales, directeur des études supérieures au Collège militaire royal du Canada. Et merci à Karine Béché-Golovko, docteur en droit public, professeur invité à l'Université d'État de Moscou. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.